Merci beaucoup, Françoise, pour cette introduction. Merci pour cette place à ce webinaire. Ravi d'être accueilli par une association centenaire, plus que centenaire, Plus que sur centenaire. la prévention, la Merci beaucoup. sécurité. On se sent petit à côté. Donc voilà, ça viendra. harcèlement sexuel au travail, comment diviser les agissements par 10. Alors, on a voulu un titre un peu choc. On va vous expliquer pourquoi. Je me présente d'abord, donc Guillaume Clerc, je suis le fondateur de Reverto. Reverto, on est une start-up lyonnaise basée à Villeurbanne. On utilise les casques de réalité virtuelle et on s'appuie sur les émotions au service de la prévention. Le principe très simple, c'est sur ces sujets du sexisme, du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles, plutôt de l'expliquer, on propose de le vivre et de s'appuyer sur cette expérience pour apprendre à identifier les situations problématiques, connaître la loi, savoir comment réagir. Donc nous, c'est plus de 36 000 personnes qu'on a sensibilisées, formées aux violences sexistes et sexuelles au travail avec Reverto. Et la promesse de ce webinaire, c'est de vous partager notre expérience, notamment une étude qu'on a menée chez Enedis sur 3 ans, sur une cohorte de plus de 3000 salariés, que vous puissiez repartir vraiment avec des conseils pratiques, avec des choses pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel au sein de votre organisation. Alors déjà, peut-être, ça va être assez dense. On va essayer d'être rapide, mais revenir très rapidement sur de quoi on parle. Alors, j'ai vu quelques personnes que je connaisse qui sont très au fait sur le sujet, mais je ne connais pas le niveau de tout le monde. En tout cas, juste revenir très rapidement sur de quoi on parle. Les violences sexistes et sexuelles, donc on a les agissements sexistes. D'abord, ça relève du code du travail. On peut aller au prud'homme pour ça, et ce sont tous les agissements liés au sexe d'une personne qui portent atteinte à sa dignité, qui créent un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Et je vous donne des exemples très concrets, les blagues sur les blondes, des remarques sur la maternité ou la grossesse, des compliments sur le physique, sur une tenue vestimentaire, du sexisme de compétence, de dire que tel métier il est fait pour les femmes, tel métier il est fait pour les hommes. Ce sont des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais peu importe l'intention, c'est des choses quand elles existent, quand elles sont répétées et on les fait en règle générale sans s'en rendre compte, ça peut créer un environnement dans lequel on n'a pas on ne peut pas pleinement s'épanouir. Et c'est pour ça que c'est dans le code du travail. Et j'ai une question pour vous. Voilà, comment qualifier des blagues à caractère sexuel, des blagues à caractère sexuel au travail, comment est-ce que vous les qualifiez? Votre ressenti est fort intéressant pour nous de voir comment vous Voulez nous vivez ça. partager en conversation dans le chat. Déplacée, Florence. Intrusive et déplacée, oui, Laïla, déplacée. Lourde. Lourde, oui. Si répété, harcèlement sexuel. Juliette, malaisante, illégale. Donc tout à fait, Juliette, donc il y a des blagues à caractère sexuel de manière répétée, ça rentre dans la définition du harcèlement sexuel. Et là, ça relève du code du travail, mais aussi du code pénal. Et là-dedans, on a par exemple les blagues à caractère sexuel, on a des fonds d'écran de nus, poser des questions sur la vie sexuelle, faire des remarques, tiens, tes fesses, elles sont bien moulées dans le jean. Voilà, tout ce genre de choses, de manière répétée, c'est caractérisé et c'est un fait, c'est inscrit dans la loi comme du harcèlement sexuel. Vous avez une seconde catégorie de harcèlement sexuel où là, il y a pas de notion de répétition. C'est une pression grave. Alors, je vous ai mis proposition de promotion canapé. Une pression grave pour avoir un acte de nature sexuelle et d'utiliser sa position au travail pour le faire. Alors ça, il suffit de le faire une fois et c'est du harcèlement sexuel aggravé. C'est grave et ça relève du pénal. Et enfin, donc dans la pyramide, on va sur l'agression sexuelle. Là, ça relève exclusivement du code pénal et c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et là, on a 5 parties du corps qui sont reconnues dans la jurisprudence: la bouche, les poitrines,
la poitrine, le sexe, les fesses, les cuisses. Donc, pour faire une blague, vous arrivez derrière, vous mettez une main aux fesses, une main aux cuisses, avec surprise, de manière non consentie, c'est considéré comme une agression sexuelle, quelle que soit l'intention derrière, même si c'est une blague. Donc voilà un peu pour le cadre juridique tel qu'il existe. Sur le plan pénal, le harcèlement sexuel, on rappelle, c'est un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'agression sexuelle, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et alors, on reviendra dessus, mais nous, là où on intervient, par exemple, on a un tiers des salariés qui savent clairement identifier des situations d'agression sexuelle. Donc, on a un sujet déjà sur savoir identifier. Hop. Alors, un petit état des lieux de où est-ce qu'on en est. Alors, je vais vous partager, nous, des chiffres à notre échelle aussi, des enquêtes qu'on a menées chez Reverto, parce qu'on a sensibilisé, formé des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, tous secteurs confondus et toutes à tout niveau de hiérarchie. On forme autant des dockers, des agents de terrain que des managers et des cadres dirigeants du CAC 40. Donc, on commence à avoir des chiffres intéressants. Là, je vous montre sur 3722 réponses. Témoins, est-ce que vous avez été victime au cours de l'année, donc au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez été victime là où vous travaillez de blagues sexistes? On est à 23%, un quart. Compliments indésirés, on est à 17%, donc c'est pas neutre. Stéréotypes de compétences, on est à 17%, les surnoms indésirés, 13%, et 36% des cibles sont des hommes. Voilà. Ça concerne majoritairement des femmes, mais pas que des femmes. Si on regarde témoins, sur 3722 réponses, témoins de blagues sexistes, donc là, c'est quelque chose que je vois, que je constate autour de moi dans l'organisation au cours des 12 derniers mois. Les blagues, c'est 1 personne sur 2, quelque chose qui est largement répandu. Les compliments indésirés, 1 sur 4. Stéréotypes de compétences, 1 sur 3. Remarques sur la parenté ou la grossesse, la parentalité ou la grossesse, 10%, 1 sur 10. Donc, ce sont des choses qui sont encore là, et j'en arrive là sur les violences sexistes et sexuelles au travail, donc sur 4494 réponses, encore une fois, un échantillon large et représentatif. Là, on parle un quart des participants ont été la cible de violences sexistes et sexuelles, majoritairement sexistes, mais on a 5% des femmes de harcèlement sexuel, et 2% d'agression sexuelle. Donc là, par exemple, 2% de 4494, on parle d'une centaine de femmes quand même. Donc, oui, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans les organisations, et ce qu'on voit dans les enquêtes au niveau national, c'est que 9 fois sur 10, et ça, c'est des chiffres qui existent, 9 fois sur 10, on n'en parle pas. Donc ça, c'est le problème auquel on est confronté, c'est que c'est quelque chose qui est quand même largement répandu au sein de la société, vraiment, et ça, les enquêtes nationales le montrent, dans toutes les couches de la société, tous secteurs confondus, et 9 fois sur 10, on n'en parle pas, on a du mal à en parler. Donc, la question, c'est comment agir, comment agir, excusez-moi, j'ai du mal entre mes différents écrans pour y revenir. Comment agir, donc les 3 piliers de la prévention. Et là, je vais vous faire participer, encore une fois, donc dans le chat, dans la conversation, c'est, selon vous, quelles sont les mesures efficaces pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail? Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager des mesures qui nous viennent en tête, des mesures que vous avez mises en place, des choses que vous avez vues ou que vous pensez pertinentes, informer,
prévention, on est d'accord sur ce mot large, l'information et informer, cellule d'écoute, on rentre dans la précision, sensibilisation ludique, des affiches, par exemple, toujours dans l'information, former, création d'une charte, les référents, tout à fait, sensibiliser, avoir des mécanismes de plainte en place, ça y est, on commence à rentrer dans les détails, avoir un référent, tout à fait, identification des acteurs, des lignes d'alerte. Donc là-dessus, des processus de signalement, tout à fait, merci beaucoup. Donc, il y a 3 grands piliers vraiment pour pouvoir faire de la prévention au sein de l'entreprise. Et le premier, ce sont des procédures. C'est des procédures. L'employeur, je rappelle l'article 41-21-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, des travailleurs. Et donc, il y a des choses qui doivent être mises en place au sein de la société. Donc ça déjà, c'est quelque chose de légal. Et ce qu'il faut pour faire de la prévention, pour que ça fonctionne, c'est des procédures. Des procédures, ça veut dire quoi? Des référents, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Les référents, alors toutes les entreprises qui ont un CSE, à partir du moment où vous avez un CSE, donc à partir de 11 salariés, il faut qu'il y ait un référent agissement sexiste et harcèlement sexuel qui soit nommé. Et ça, c'est une formation d'une journée. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est la désignation d'un référent supplémentaire côté RH en plus du CSE. Et pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, doit y avoir une procédure interne de recueil de signalements et de traitement des faits. Alors, ça fait un peu peur, ces mots-là. Certains disent, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Ça peut être très simple. Ça peut être une boîte mail dédiée, bien connue de tous, où n'importe quel salarié peut écrire pour faire un signalement. Et derrière, il y a une procédure pour traiter ce signalement. Je vais là-dessus vous partager dans le chat une mine d'or que j'ai trouvée. C'est alors, je vous le mets ici. Tac. Voilà. Donc, c'est le service de santé au travail d'Occitanie qui a fait un kit extrêmement complet où vous retrouvez les obligations des employeurs, des fiches synthétiques, des quiz pour pouvoir auto-évaluer, des outils pour pouvoir enrichir votre document unique, comment faire un entretien, comment préparer l'entretien, les étapes du signalement. Voilà, c'est extrêmement précis, c'est très bien documenté. Et surtout, ce qui est top, c'est que vous avez tout au même endroit. Parce que d'habitude, on a toujours 5-6 sources différentes. Là, vous retrouvez beaucoup de choses. Donc, je voulais vous partager. En tout cas, voilà, c'est revenir. Le pilier numéro 1, ce sont des procédures. Et dans ces procédures, c'est par exemple vers qui je vais me tourner. Le deuxième pilier, ce sont, c'est sensibiliser. Et ce qu'on disait, c'est l'information. C'est-à-dire que s'il y a un référent qui est nommé, s'il y a un interlocuteur, s'il y a une boîte mail, s'il y a une procédure, mais je ne suis pas au courant en tant que salarié, je ne vais pas l'actionner. Et puis, si je ne sais pas identifier, je vous rappelle, et je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, mais là où on intervient, 1/3 des salariés ne savent pas identifier une agression sexuelle. Donc, à partir du moment où on ne sait pas identifier, on ne sait pas vers qui se tourner, comment est-ce qu'on peut faire de la prévention? Donc ça, faire de la sensibilisation, il y a plein d'outils pour pouvoir le faire. Il y a la réalité virtuelle, nous, qu'on propose. Il y a aussi du e-learning, des fiches d'information, etc. Mais il faut, un chiffre, 75% des Français ne savent pas identifier les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est un chantier auquel il faut s'attaquer. Et enfin, le troisième pilier, donc je vous disais, premier pilier, 1, mettre en place des procédures, 2, former, sensibiliser, 3, appliquer des sanctions s'il y a quelque chose. C'est-à-dire que si un salarié vient vous voir et il sait identifier, il applique la procédure, il vient vous voir et il vous dit il y a eu un signalement, il y a eu quelque chose, vous ne faites rien derrière. Disons qu'au niveau du discours, vous envoyez un signal qui est désastreux. Donc, il faut qu'il y ait des actions qui soient
qui soient mises en place derrière. Sinon, pour les salariés, ça ne marche pas. Et une erreur à éviter absolument, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Reverto quand on nous appelle. C'est ah oui, bon, ben, on veut faire quelque chose, on veut mettre des choses en place, mais sachez que ça n'existe pas chez moi. C'est toujours chez les autres. Hein. Alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant. Voilà, je rappelle le chiffre 9 fois sur 10, donc les salariés ne le signalent pas. Donc, c'est pas parce que vous êtes au courant que vous n'êtes pas au courant que ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des organisations, dans l'ensemble des couches, qu'on soit sur des métiers majoritairement masculins, féminins. Et surtout, en disant ça, ça veut dire que vous fermez la porte. Vous allez fermer la porte en disant ça devant les équipes, vous fermez la porte au fait de dire, mais de toute façon, c'est pas la peine de venir me voir et de m'en parler parce que pour moi, ça n'existe pas. Oui, on nie déjà le problème, donc on ne peut pas le résoudre ni le prendre en compte. Tout l'enjeu, justement, toute la difficulté de cette problématique, c'est de réussir à ouvrir la parole. Je rappelle le chiffre, 9 salariés sur 10 n'en parlent pas, ne vont pas voir la hiérarchie derrière, ne vont pas voir le référent. Si vous dites cette phrase, vous fermez toute possibilité, en tout cas de dialogue et de confiance. Et on en arrive, voilà, à ce qu'il faut, c'est changer l'environnement. C'est-à-dire que souvent, on voit cette problématique du sexisme, du harcèlement. Oui, il y aura un replay. J'en profite, oui, Laurent. Oui, c'est ce que je suis en train de répondre à Laurence. Donc, souvent, on voit un peu cette problématique du point de vue de se dire, OK, il y a une personne qui fait des blagues, il y a une personne qui est sexiste, il y a une personne qui est harcelante. Si on traite cette personne, le problème est résolu. Le problème, c'est l'environnement. C'est un environnement dans lequel ce genre de comportement est toléré, est admis, puisqu'il y a des témoins et que ces témoins ne font rien. Et ce qu'on trouve, nous, dans nos études, c'est systématiquement une corrélation très forte et directe entre le fait d'être témoin et d'être cible, entre le fait d'être témoin et d'être auteur, entre le fait d'être cible et auteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes témoin de main aux fesses, eh ben vous avez 50% de chance d'être la cible de main aux fesses et vous avez 30% de chance d'être auteur de main aux fesses. Et donc vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes quand vous êtes dans un environnement où c'est permis et vous le voyez régulièrement, eh ben vous allez le faire et vous allez être la cible et vous allez être témoin et vous allez être auteur. Et donc tout le monde participe un peu finalement. Et la problématique, c'est l'environnement dans lequel on est. Donc vraiment, c'est comment est-ce qu'on change cet environnement, comment est-ce qu'on change ces habitudes qui sont toxiques. Et pour changer, pour que les gens puissent réagir, finalement, quand il se passe quelque chose, ça qui va provoquer le changement, si les personnes réagissent au moment où ça arrive. Vous ne voulez pas seulement recevoir des signalements et avoir les traités, mais c'est d'avoir le problème à la racine et finalement, quand quelqu'un fait des blagues sexuelles à longueur de journée, bah, il n'y a personne autour qui peut dire écoute, on en a marre d'entendre ces blagues où tu sais, c'est pas possible au travail de les faire, c'est pas le cadre. Et donc pour ça, il faut savoir identifier. Donc ce qu'on a dit, sensibiliser tout le monde. 2, il faut savoir, voilà, les lois et sanctions, ça n'est pas possible dans le cadre du travail. Et enfin 3, qui je vais voir? Quels sont les interlocuteurs? Quel est le référent? Voilà, il faut ces 3 choses-là qui soient réunies pour savoir réagir. Je vous partage très rapidement des facteurs de risque de violences sexistes et sexuelles. Il y a plein d'études qui ont été faites, qui ont été réunies dans un rapport de l'ANACT. Les principaux facteurs de risque, parce qu'il y en a dans toutes les organisations, mais il y a des organisations qui sont plus à risque que d'autres. Et ça, il y a aussi des raisons qui sont structurelles, qui sont factuelles. C'est comme ça. Tous les métiers, vous avez un faible degré de mixité. Et dans les deux sens, tous les métiers, vous avez un faible degré de mixité et on pense
naturellement à tous les métiers masculins, très très masculins. Guillaume, je peux te donner mon exemple là de mes Bien sûr, camionneurs. Françoise. Je me suis, à titre personnel, amusée à passer un permis poids lourd. Alors, j'ai pas le gabarit du chauffeur de livreur de poids lourd. Et naturellement, c'est un permis qui est pas facile à avoir, hein. C'est quand même 35 heures de formation sur une semaine. Et je crois que j'ai passé la plus mauvaise semaine de ma vie en étant une femme dans un milieu très masculin et j'en ai pris plein les oreilles de propos déplacés dans tous les genres, notamment sexistes. «Ouais, une petite bonne femme comme toi, quoi tu joues à ça?» Et c'était particulièrement je dirais lourd et j'ai pensé à d'autres femmes dans leur situation de travail, même si c'est pas, au même niveau, mais en termes de densité, ça détruit quelqu'un, hein. Le moral, j'y allais, mais c'est vraiment parce que j'ai été motivée par le permis, hein, mais pas la joie: «Tiens, je vais voir des copains, on est une bonne équipe» et tout ça, hein. Bon, voilà, c'est ma petite parenthèse, d'expérience perso, de milieu très masculin et réputation très gros bras, dur. Je vais pas faire du sexisme, mais dans l'autre sens. Merci Françoise pour ce partage. Donc voilà, en tout cas, milieu faible degré de mixité, c'est un facteur de risque fort pour des violences sexistes et sexuelles. Les statuts précaires, quand il y a des CDD, des intérims, des contrats courts, toute forme de contrat court, ça c'est un facteur de risque direct. Des rapports sociaux, alors là c'est intéressant, très hiérarchisés ou très peu hiérarchisés. Si vous avez très peu de hiérarchie ou énormément de hiérarchie, ce sont deux facteurs de risque de violences sexistes et sexuelles. Et enfin, la quatrième, ce sont des conditions de travail. Pareil, l'ANAC a des grilles comme ça. Quand il y a du travail de nuit, quand il y a des déplacements, quand il y a de la relation avec le public, tout ça, ce sont des choses où on peut être confronté à des violences sexistes et sexuelles. Parce que forcément, ça peut se passer au sein de l'organisation, mais ça peut se passer dans les contacts avec l'extérieur aussi. Ça peut se passer avec le client, par exemple, aussi. Où on s'appuie sur les relations de pouvoir, et pour la petite anecdote, moi je vous en partage une. Chez Reverto, ça fait 7 ans qu'on vend de la prévention aux violences sexistes et sexuelles. Et j'ai déjà eu un directeur marketing qui harcelait sexuellement une personne de l'équipe commerciale pour avoir une prestation. C'est vraiment quelque chose qui arrive, qui n'est pas une exception et qui arrive partout. Donc en fait, Guillaume, Ouais. tu es en train de nous dire que bon, toi, tu as détecté ça, il y a 7 ans quand tu as lancé ce type de produit, d'approche et c'était déjà notoire pour que tu te penches sur la question. Moi, j'aurais eu l'impression qu'à la rigueur, c'était un fait plus récent, qu'on en parlait de façon plus récente. Enfin, c'est peut-être comme d'autres problèmes sur le féminicide ou des choses comme ça, mais pour moi, c'était plus récent que 7 ans. Donc si toi, tu as fait ça il y a 7 ans, ça veut dire que c'est encore bien plus ancien. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Mais du coup, on le sait pas, donc on fait rien. Merci Lisa. Donc les signaux d'alerte, des choses qui doivent vous alerter, par exemple, ce qu'on disait, les blagues, les remarques, d'être attentif à ces petites choses dans les bureaux, dans l'open space, si elles existent, si les gens réagissent ou pas, de regarder peut-être factuellement les statistiques. Parce qu'on peut dire, oui, le sexisme n'existe pas chez moi. Ok, je regarde les statistiques. Comment est-ce qu'on en est sur la progression des carrières, où sont les femmes, les hommes, sur l'embauche, sur les niveaux de salaire. Ça permet, par exemple, d'objectiver aussi certaines choses. Donc, je vous disais, voilà, pour que les gens puissent réagir au sein de l'organisation, il faut, 1, connaître les interlocuteurs, 2, connaître les lois et les sanctions, 3, savoir identifier, être capable d'identifier les violences sexistes et sexuelles. Donc moi, je vais vous parler particulièrement, c'est une solution qu'on a réalisée avec Enedis, où on se glisse dans la peau de Myriam. C'est une salariée terrain qui travaille sur une base opérationnelle, qui va être confrontée
à des agissements et à des situations de harcèlement. Et hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je m'excuse pour le partage vidéo, c'est pas l'idéal, mais ça vous permet, voilà, très rapidement de voir à quoi ça ressemble. Nous, la solution. Donc, vous voyez, c'est avec des comédiens, c'est basé sur des témoignages réels qui ont été collectés. Et derrière, c'est déployé sous forme d'atelier qui dure 1 heure à 1 heure et demie, selon le format de 6 à 12 personnes. Et l'idée, c'est que chacun et chacune va être confronté à des situations, va se glisser dans la peau de Myriam, va être confronté à ces situations, puis on va débriefer en groupe, ensemble, par rapport au vécu de chacun, et on va revenir en groupe sur est-ce que vous connaissez la loi, est-ce que vous connaissez les interlocuteurs. Oui, il y a une procédure chez nous, mais est-ce que vous la connaissez? Parce que c'est bien d'avoir les procédures, mais surtout l'enjeu, c'est que les gens la maîtrisent et la connaissent. Et donc, avec ce dispositif, chez Enedis, on a sensibilisé plus de 3000 personnes et on a fait une étude sur 3 ans. Donc, on a fait des conférences avec Enedis spécialement sur cette étude. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de public qu'on peut vous partager, et on a essayé de mesurer sur les connaissances, sur la capacité d'agir, sur le vécu des salariés. Il y a des chiffres intéressants à vous partager. Donc, déjà, on disait, c'est un des enjeux, c'est savoir identifier les situations. Le sexisme, donc là où on intervient sur 3000 salariés, on a la moitié qui savent identifier les situations de sexisme. Et 3 ans plus tard, on est à plus de 80%. On voit que c'est quelque chose qui est maîtrisé à la base par la moitié de la population. Le harcèlement sexuel, à presque la moitié, 48%. 3 ans plus tard, on est à 91% qui savent identifier les situations de harcèlement. Et je vous disais, voilà, sur les agressions, donc quelque chose qui paraît, où on se dit, ça c'est maîtrisé par tout le monde, on a 38%. Et ça, c'est vraiment un chiffre qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que, voilà, la main aux fesses, la petite blague, c'est pas aujourd'hui par le commun des mortels, par le commun des salariés qui travaillent, et que ça soit au niveau manager, que ça soit au niveau salarié, c'est pas clairement identifié comme une agression sexuelle, alors que ça relève du pénal. Et derrière, voilà, on voit 3 ans après, on a 96% sur les bases opérationnelles où on est intervenu qui savent identifier. Donc ça, extrêmement important. Derrière les référents, je disais, c'est bien d'avoir des référents, c'est super. Si personne les connaît, là où on arrive, et ça, c'est des chiffres pareils qu'on retrouve partout, 24% qui savent qui est le référent. Donc, ça veut dire les 3/4 ont aucune idée de qui est le référent. Pourtant, il y a bien eu un mail un jour ou une affiche, mais on est tellement abreuvé de communication de partout et on a une boîte mail pleine, c'est difficile d'assimiler l'information. Donc, nous, par exemple, les ateliers, c'est l'occasion de dire, OK, là, ce que vous avez vécu dans le casque, maintenant, si vous le voyez dans la vie réelle, voilà vers qui vous tournez. Et donc, c'est bien de mettre en place des procédures, et dans les procédures, c'est des référents, des interlocuteurs
mais il faut que les personnes sachent vers qui se tourner, puissent l'identifier, et ça, il faut le marteler. Ça suffit pas de l'avoir envoyé dans un mail il y a 2 ans, et on voit que quand on le martèle, voilà, nous, ensuite c'est 80%, et même quand on est revenu 3 ans plus tard, 91% maintenant connaissent les référents. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus, sur connaître qui est l'interlocuteur. Et enfin, alors là, c'est le Graal, c'est savoir comment réagir. Et donc, savoir comment réagir, d'abord, je sais identifier. Ensuite, je connais les sanctions et la loi. Si jamais ça dérape trop, je sais vers qui me tourner. Et bien, dans ce cas-là, je suis outillé pour pouvoir réagir. Et donc, avant d'intervenir, on a 40% qui savent comment réagir. Derrière, on a 90-80% qui savent comment réagir. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Et comment est-ce qu'ils le font? 58%, c'est intervenir à chaud, au moment d'être assez à l'aise pour... Ils sont outillés, donc ils peuvent le faire. Et des fois, même si on est outillé, on ne se sent pas à l'aise pour le dire sur le moment où on n'a pas la répartie, ou etc. C'est pas grave, on va le faire plus tard. Et 27% vont parler derrière à la personne ciblée, à un manager, à un référent. Et en tout cas, voilà, c'est pas juste d'être spectateur, d'être témoin, de dire ah oui, bon c'est lourd, et puis de passer à autre chose, parce que finalement cette prévention, elle doit être collective. Elle repose sur tous les acteurs de l'entreprise. Et donc, on en arrive, voilà, là où on est intervenu. En tout cas, sur les remarques sexistes, 3 ans plus tard, elles ont diminué de moitié. On est passé de la moitié des salariés qui sont témoins à un quart. Harcèlement sexuel, c'est passé de 12% à moins de 1%. Et aucun de ces agissements, on voit que c'est... Voilà, maintenant, avant c'était la moitié, maintenant les 3/4. Donc un fort effet. Mais voilà, vraiment, ce qui est important de retenir, c'est ces 3 piliers. Il faut que tout le monde soit outillé, un minimum, sache identifier. Et c'est pas des formations qui durent 2 jours. Un atelier d'1 heure, en fait, ça suffit pour savoir identifier qu'est-ce que le harcèlement, qu'est-ce qu'une agression, et que l'information reste ensuite durablement. Donc, 1, outiller les salariés. 2, savoir vers qui se tourner, donc qu'il y ait des procédures, qu'on puisse se tourner vers quelqu'un. 3, de mettre en place des sanctions. Là, vous pouvez mettre en place toutes les formations, toutes les actions de prévention et de sensibilisation, toutes les procédures que vous voulez. Si au moment où il se passe quelque chose, il y a une enquête, c'est avéré, il n'y a aucun doute, et là, il ne se passe rien, à partir de là, toute votre politique s'effondre. Et c'est normal, donc il faut aligner les gestes, les actions à la communication. Ça, c'est extrêmement important. Pour en savoir plus, je vous ai partagé le... Ah, excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Je vous ai partagé, donc en tout cas, le document de la santé au travail de l'Occitanie. Là, vraiment, c'est une mine d'or. Je vais vous partager aussi, chez Reverto, on a fait un livre blanc, alors qui est beaucoup plus synthétique, mais sur qu'est-ce que sur des conseils pratiques, que faire si vous recevez un signalement, etc. Donc là, c'est un livre blanc qu'on a construit synthétique pour essayer de résumer un peu et avoir une boîte à outils. Et ça va être le temps, Françoise, il nous reste 14 minutes, donc c'est bien, on est dans les temps, des questions-réponses, ça dure jusqu'à 14h30. On a encore 14 minutes. Je vous partage aussi enfin un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous, si vous souhaitez discuter, si vous avez des questions
là-dessus, être accompagné par Reverto. Voilà, je vous mets un lien pour pouvoir prendre rendez-vous et on a encore 14 minutes ensemble pour des questions-réponses. J'espère que cette présentation vous a été, ce partage vous ont été utiles. Tu vois là, Guillaume, sur des questions que moi j'avais lorsque nos participants se sont inscrits, il y a une personne qui me disait que c'était un sujet compliqué, subjectif. Donc là, ça montre bien que pour cette personne-là qui l'a formulé ainsi, que je comprends très bien son état d'esprit, c'était donc pas clair. Les définitions n'étaient pas claires. Je pense que tu as donné un bon éclairage là-dessus, et j'espère que c'est plus clair maintenant. Là, on a une question, que faire si une personne ne veut pas signaler le harcèlement sexuel, par exemple? Est-ce qu'on peut le rendre anonyme? Qu'est-ce que tu connais comme expérience? Dans la procédure, alors vous pourrez voir ensuite, justement, il y a plein de guides là dans la boîte à outils qui ont été édités. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la procédure, en fait, tout l'enjeu, c'est de donner confiance. Et ça, c'est un vrai enjeu de donner confiance. Donc, il y a plein de choses à faire. Il faut les sanctions en font partie. C'est-à-dire que si on signale des choses et qu'il ne se passe rien derrière, vous n'aurez jamais aucun signalement. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour que les gens fassent des signalements. Il faut qu'il y ait des actions qui soient prises derrière. Car après, on peut avoir des représailles. Là-dessus, justement, il y a des conseils très pratiques dans les guides, et puis vous avez des experts sur le sujet. Mais une des choses, c'est de préserver l'anonymat des personnes. C'est-à-dire que tant que vous avez l'enquête qui est en cours, le signalement, vous n'allez pas ébruiter dans toute l'organisation que Jacqueline ou Jean-Jacques a fait un signalement là-dessus. Donc, et effectivement, dans la procédure, il faut quelque chose qui respecte au maximum l'anonymat, tout en, je mets entre parenthèses, si jamais il y a quelqu'un qui est en danger, là, il faut agir le plus vite possible, et puis on verra ensuite pour l'anonymat, c'est la sécurité des salariés en premier, mais ce qu'il faut garantir au maximum, et là, c'est dans votre communication aussi, c'est dire que c'est effectivement, c'est une procédure qui est anonyme. Dénonciation peut nous porter tort, malgré... Oula, alors, je ne pourrais pas répondre peut-être à toutes les questions et je ne suis pas juriste non plus, donc je peux faire preuve d'imprécision sur certaines choses. Comment gérer si vous détectez, soupçonnez une situation de VSS lors de vos ateliers? Quelque chose dans les procédures aussi qu'on peut mettre en place, c'est de poser des questions. Et finalement, en général, on n'ose pas poser des questions. Ah, mais c'est des sujets qui sont gênants, etc. Voilà, ça peut faire des procédures que vous pouvez mettre en place. C'est lors des entretiens managers, vous pensez qu'il y a des choses dans les ateliers, posez des questions. Posez des questions, déjà, c'est une procédure qui est mise en place. Et là, posez les questions. Alors, les posez pas devant tout le monde. Posez-les dans un cadre confidentiel. Posez-les régulièrement, plusieurs fois. Et dans un cadre où la personne peut dire si jamais il y a des choses qui la dérangent pas. On a signé une convention avec le CIDF 94 pour tenir des permanences au sein de la ville vers lesquelles nous pouvons orienter les personnes qui ne souhaitent pas en parler. Oui, parce que les personnes peuvent en parler au sein de l'entreprise, mais elles peuvent aussi aller vers les syndicats, elles peuvent aller vers la médecine du travail. En fait, il y a tout un tas d'interlocuteurs vers qui on peut se tourner, effectivement. Alors, c'est bien de créer la confiance au sein de l'organisation, mais il y a aussi effectivement des solutions à l'extérieur de l'organisation, et heureusement. On ne peut pas agir à l'encontre d'une personne qui ne veut pas signaler. Non, alors ça, c'est un problème. Oui. Avec les violences conjugales, c'est pareil. Avec toutes sortes de violences, il faut faire avec la personne. Mais on peut lui donner confiance, on peut l'accompagner, on peut l'informer, on peut lui dire, tu sais, moi je trouve pas ça normal. Et ça vraiment, c'est la première chose à faire. C'est pas de se dire, bon ok, elle veut pas, elle se débrouille, c'est son problème. Non, c'est important aussi que ce soit l'organisation et que ce soit les collègues autour, que ce soit les managers, qui puissent donner confiance et créer ce cadre de confiance.
Le référent VSS est-il obligatoire au sein des organisations? Donc ça, vous retrouverez pareil dans les kits. Le référent violence sexiste et sexuelle, il faut en avoir un dans le CSE à partir de 11 salariés. Et dans les entreprises de plus de 200 salariés, il en faut un en plus du CSE. L'anonymat dans les procédures de signalement, cela signifie que la personne qui fait un signalement n'est pas mentionnée à la personne qui fait l'objet du signalement. Oui, ça veut dire que normalement, dans les... Alors pareil, vous retrouverez ça, il y a des conseils pratiques dans les kits là qu'on vous propose et aussi dans le livre blanc qu'on vous propose. Alors si vous n'êtes pas à l'aise sur les procédures de signalement, pareil, il y a des experts, c'est quelque chose qu'on peut externaliser. Mais c'est quelque chose, en tout cas, quand vous le recevez, déjà, le premier truc à faire, c'est accuser réception. Vous ne pouvez pas rester en silence, donc dire oui, ok, on a accusé réception, on va creuser, etc. Ensuite, il faut mettre en place des choses. Et oui, quand on va en mener l'enquête et en parler, on ne va pas dire à la personne vers qui on fait l'enquête qui a fait le signalement. Ça, c'est une des règles, effectivement, et que vous pourrez retrouver dans ces guides. Et encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous faire accompagner. Le VRP, Cécile, pardon, j'ai du mal avec tous les acronymes et tous les sujets, doit faire apparaître les mesures de prévention existantes. Alors, le VRP, l'évaluation des risques professionnels. Oui. Donc, effectivement, dans le kit que je vous ai partagé, ce sont des choses qui doivent apparaître dans le... Moi, je parle souvent de documents uniques, voilà, d'évaluation des risques, dans votre évaluation des risques. Et il y a des grilles qui existent. Je vous ai cité tout à l'heure les facteurs de risque. Voilà, par exemple, le fait d'avoir des déplacements professionnels, le fait d'avoir des populations de salariés qui sont non mixtes, ce sont des risques. Et l'ANACT donne aussi des actions à faire très précises pour prévenir ces risques. Par exemple, d'avoir des binômes femmes-hommes au niveau du management, d'avoir des toilettes séparées, voilà, des choses qui sont objectives et qui permettent, oui, merci Cécile, qui permettent de diminuer ces risques et de montrer qu'en tant qu'employeur, voilà, on a des actions. Leïla, quels peuvent être les leviers dans une organisation où les procédures en place sont dysfonctionnelles? Par exemple, le nom du plaignant est communiqué à la personne accusée, ce qui fait les employés ont peur de faire des signalements. La réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'il là, pour le coup, il faut changer la procédure. Il faut changer la procédure parce que si la procédure ne donne pas confiance aux personnes pour pouvoir témoigner et agir, c'est qu'il y a un problème et la procédure doit donner confiance. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Pas mal de questions. Bien. Oui. Ça a beaucoup réagi, hein, c'est bien, tu intéresses tout le monde. Alors moi, toujours dans mon formulaire d'inscription, il y a une personne qui m'a carrément tout de suite posé 5 questions. Si elle est là, elle écoute, elle a dû avoir au moins les 4/5e, je suis sûre, qui ont été répondues, parce que c'est très clair tout ce que tu as pu. Alors, elle parlait aussi, peut-on réellement mesurer l'efficacité d'un plan de prévention? Et de par tes chiffres, en fait, tu montres que ça marche. Et quand on le met en place dans l'entreprise, il faut donc mettre tout en place aussi pour qu'on arrive à des baisses de taux, comme tu as pu nous le démontrer. C'est possible, ça existe et ça marche. En tout cas, voilà, là-dessus, comment est-ce qu'on peut mesurer déjà, on a les chiffres statistiques, tout simplement de choses aussi basiques que les progressions de salaire, que les carrières, que voilà, on peut avoir l'impression que tout est rose et puis en fait, les chiffres, ça permet d'objectiver un peu. Ensuite, ça va être hyper important. Alors, nous, toutes les enquêtes qu'on fait, elles sont anonymes. On n'a aucun moyen de savoir qui a répondu quoi et ils font les enquêtes après avoir été formés. Donc, quand ils
parle de je suis témoin ou je suis victime de sexisme ou d'harcèlement, ils savent de quoi ils parlent parce que c'est à la sortie de la formation. C'est pas forcément un bon indicateur de est-ce que j'ai des signalements ou pas, parce que si vous n'avez pas de signalement mais que personne n'a confiance à faire des signalements, bah, c'est pas parce que vous avez 0 signalement qu'il se passe rien. Ce qui va être intéressant, c'est la dynamique de signalement dans la durée. Donc c'est vraiment des indicateurs à regarder dans la durée. Où là, sur une même procédure, sur petit à petit, quand vous mettez des actions, bah là, ça sera intéressant à suivre. Et ce qui est très intéressant à suivre, c'est vraiment le vécu des personnes. C'est-à-dire de leur demander tout simplement, maintenant que vous êtes outillés, vous, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes témoin? Est-ce que vous êtes la cible? Est-ce que vous êtes auteur? Et nous, on pose des questions comme est-ce que vous êtes auteur? Et il y a des gens qui nous répondent, que ce soit dans les ateliers ou dans le casque, oui, je suis auteur. Oui, en fait, ça, c'est quelque chose que je fais. Et ça, c'est vraiment... en fait, il ne faut pas avoir peur de poser la question, de poser des questions, et des fois, on s'en rend compte. Et l'intention n'est pas forcément mauvaise. Je reviens là-dessus, peu importe l'intention, c'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne intention, mais faire du sexisme, faire du harcèlement sexuel, faire des agressions sexuelles, et là, il n'y a pas de subjectivité, c'est objectif. Je mets une main aux fesses, c'est une agression sexuelle, il n'y a pas de subjectivité. Si tous les jours, de manière répétée, je fais des blagues à caractère sexuel dans le bureau, il n'y a pas de subjectivité, c'est caractérisé comme du harcèlement sexuel. Non, voilà. Écoute, merci Guillaume pour cette démonstration que ça peut marcher et que c'est possible. Tu as éventuellement un dernier point à ajouter après tout ce que tu as dit? Ou on peut... Eh ben, en tout cas, ben, merci à toutes et à tous pour votre temps, votre attention. Voilà, ravi. J'espère que cet échange, voilà, ça aura été utile. Je te partagerai, Françoise, la présentation. Oui, Voilà, la présentation, oui, c'est ce qu'on avait évoqué. Comme ça, je dirais vers... avec Préventica qui va me prendre beaucoup de temps là maintenant, je ne pense pas pouvoir faire le replay nickel en termes de vidéo avant le 10 octobre. D'ici là, Guillaume m'aura envoyé sa présentation et à tous ceux qui se sont inscrits, ils auront accès, adhérents ou pas encore adhérents, à ce replay et à la présentation de Guillaume, que je remercie très largement. Merci Françoise. Ah oui, et puis moi, il a répondu aussi à millions de questions. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi. Bon courage pour tout. Notre prochain webinaire, c'est le 9 octobre sur un autre sujet. Il faut varier les plaisirs, mais tout aussi très prenant et préoccupant des fois pour des parents. La parenthèse, un duo pas facile à tenir. Et des fois, il faut travailler comme si on n'avait pas d'enfant. Puis quand on est avec son enfant, il faut dire, j'ai pas de travail. Hein, c'est gérer sa vie privée, sa vie familiale, personnelle. Et là aussi, c'est un grand défi pour chaque collaborateur et chaque collaboratrice. Donc on est nombreux ici à pouvoir témoigner que c'est un sujet. Voilà, il y a du vécu derrière, on sent Guillaume. Non, mais moi, j'en vois beaucoup autour de moi. J'ai un peu passé l'âge de la génération directe, mais beaucoup d'amis et mes enfants, maintenant, je suis passée au grade du dessus et je vois à quel point c'est même peut-être encore plus compliqué maintenant qu'il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années. Enfin, les choses, c'est pas parce qu'on c'est plus moderne que c'est plus facile. Non, non, la vie est tellement intense sur le travail et tout ce qu'on veut faire et vivre avec nos enfants dans la vie privée. C'est difficile à combiner l'ensemble. Donc là aussi, ça sera un webinaire très intéressant, j'en doute pas. Encore merci à l'équipe de Reverto qui m'ont aidé à monter ce webinaire et visiblement, vu pas mal de merci qui sont très sympathiques à voir. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. N'hésitez pas, si vous voulez des conseils personnalisés, d'aller vers l'équipe de Reverto et vers Guillaume. Ils se feront un plaisir de vous guider, de vous accompagner. Merci à tous, bon courage et portez-vous bien surtout. Bonne journée à tous. Prochaine merci. fois. Au revoir.